Michel Duchamp, vous êtes monsieur directeur de la publication de l'Incorrect. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Cette audition s'inscrit dans le cadre de notre mission d'information dotée des pouvoirs de commission d'enquête sur ce que nous avons choisi d'appeler les zones grises de l'information dans l'espace numérique. On reviendra peut-être pour définir un petit peu ce que nous qualifions de zone grise, une formule qui dessine simplement un espace médiatique en pleine recomposition où les frontières traditionnelles entre journalisme, créateur de contenu, militantisme ou influence sont devenues pour une partie des acteurs comme pour le public de plus en plus difficiles à tracer et parfois se confondent. Quelques mots sur votre média. L'Incorrect a été fondé en 2017 par des personnalités se revendiquant de la droite ou de l'extrême droite et proche, je crois, de Marion Maréchal. Il se présente lui-même comme un magazine ayant une ligne éditoriale entre droite et extrême droite, assumant une rupture avec ce qu'il perçoit comme un conformisme médiatique dominant. Je précise tout de suite que ce qui nous intéresse ici, Agnès Evren et moi-même, ce n'est cependant pas votre ligne éditoriale, pas plus que celle des autres médias que nous avons auditionnés ici, mais plutôt, comme pour chacun des médias que nous avons entendus, nous interrogeons leurs représentants sur le modèle économique d'un média sur l'espace numérique, ses sources de financement, ses pratiques journalistiques, ses rapports aux plateformes numériques ou encore la façon dont il se positionne par rapport aux règles déontologiques que la profession s'est donnée à elle-même. Ces questions se posent en effet avec une acuité particulière dans un contexte où la fragmentation de l'espace informationnel, l'essor des réseaux sociaux évidemment et la crise du financement de la presse traditionnelle ont profondément redessiné les conditions de production et de diffusion de l'information. Parmi les sujets que nous souhaitons aborder avec vous cet après-midi, plusieurs revêtent une importance particulière. Le premier concerne le modèle économique et les conditions d'indépendance financière de votre média. Je précise que nous avons posé exactement les mêmes questions à tous les médias que nous avons auditionnés. La transparence sur les modalités de financement d'un média est en effet fondamentale à une époque où, selon les études de l'Arcom, une forte proportion des citoyens expriment une défiance vis-à-vis de l'indépendance des médias, craignant des influences soit d'origine capitalistique, soit de la part des pouvoirs publics. Nous posons ces questions sans arrière-pensée. Et encore une fois, comme nous l'avons posé à tous ceux que nous avons reçus depuis quelques semaines. Le deuxième champ de préoccupation concerne la structuration rédactionnelle de votre média, le nombre de journalistes titulaires d'une carte de presse, la place du journalisme de terrain par rapport aux commentaires et à l'opinion constitue ainsi des informations importantes. Ce n'est pas une question d'hiérarchie entre les genres, le commentaire et l'opinion ayant évidemment toute leur légitimité, mais c'est crucial dans un contexte de fragilisation du modèle économique du journalisme et singulièrement de la production d'informations originales. Le troisième sujet, enfin, que nous souhaitions aborder avec vous, touche aux relations entre les plateformes numériques et leurs algorithmes, dont plusieurs autres médias nous ont déjà fait valoir les contraintes qu'ils leur imposent. Le pouvoir de modération des grandes plateformes, son opacité et ses effets sur la liberté d'expression sont en effet au cœur de nos interrogations. En l'occurrence, nous pourrons évoquer les suppressions que vous avez publiquement évoquées du compte Instagram de l'Incorrect, qui, je crois, a été rétabli il y a quelques jours. Enfin, nous pourrons revenir sur l'affaire de l'enregistrement impliquant messieurs Legrand et Cohen, qui nous intéresse par le débat qu'il a suscité, d'une part, sur les propos enregistrés eux-mêmes, mais aussi d'autre part sur les conditions dans lesquelles l'enregistrement a eu lieu à l'insu des personnes concernées et par leur publication et l'exploitation par votre média. Avant de vous donner la parole pour un propos liminaire, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre mission d'information dotée des pouvoirs de commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 14, 15 du Code pénal. Je vous invite à prêter serment à dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure », monsieur Duchamp. Je vous remercie. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt s'il y en a en relation avec l'objet de la mission d'information. Non. Et enfin, je rappelle que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Je vais donc vous laisser la parole et ensuite Agnès Evren et moi-même nous vous interrogerons sur des points que vous aurez peut-être abordés mais qui mériteront complément ou alors des points que vous n'aurez pas abordés. Monsieur le directeur. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame la sénatrice.
Sylvie Robert, qui est également rapporteur avec nous et retenue en séance, qu'elle préside cet après-midi. Bon, on peut recommencer alors. Donc, je vous remercie pour votre invitation. Peut-être d'abord un mot sur le magazine. Donc, comme vous l'avez dit, il a été fondé en septembre 2017. Il s'est donné comme ambition de participer au débat des idées et au traitement de l'actualité culturelle. Et c'est avant tout un magazine papier dont je vous ai ramené le dernier, qui est une avec Michel Houellebecq, Dantec par Houellebecq, puisque c'était les 10 ans de la mort de Dantec. Et je voulais ramener, non pas pour faire la promo, mais parce que justement je trouve qu'il dit assez bien ce que nous voulons faire, et en tout cas l'ambition que nous avons. Et donc c'est pour ça au début que j'étais un tout petit peu surpris de votre invitation que j'ai reçue la semaine dernière, parce qu'il était précisé dans l'invitation que c'était pour les médias en ligne. Et donc on n'est pas stricto sensu un média en ligne, puisqu'on est d'abord principalement de la presse écrite, qui avons un site, bien entendu, et des réseaux sociaux, mais qui servent plus à un support à notre magazine papier, en réalité, qu'à une diffusion indépendante. Mais bon, néanmoins, je suis quand même ravi d'être là, puisque ça va me permettre de vous donner quelques points qui sont, selon nous, des vrais problèmes, en tout cas des zones grises de l'information, au sens où je crois vous l'entendez. D'abord, les menaces directes que pèsent sur des médias comme le nôtre. Je voudrais vous en citer quelques-uns. D'abord, évidemment, il y a les réseaux sociaux. Alors, d'autres en ont déjà beaucoup parlé, mais effectivement, il y a quelques semaines, Instagram nous a coupé du jour au lendemain notre compte. Donc, je ne sais pas si vous savez comment ça se passe, mais du jour au lendemain, vous allez sur l'application Instagram et vous avez simplement une notification qui vous dit que le compte est clôturé, avec quasiment aucune précision, si ce n'est une raison qui tient en une ligne, mais avec aucun fait qui s'y raccroche. Donc, pour tout vous dire, on ne sait toujours pas la raison qui a poussé Instagram à nous couper le compte. Vous pouvez une fois demander à ce qu'ils revoient leur décision sans vraiment pouvoir étayer de fait pour pouvoir se défendre. Et donc, nous, en l'occurrence, c'est ce qu'on a fait. Donc, c'était à peu près autour du 21 ou 22 mai. Et quelques jours plus tard, ils ont confirmé la suppression de ce compte. Donc, dans un premier temps, on s'est dit que peut-être que la meilleure des stratégies, c'était d'en réouvrir un, de redonner toute une série d'informations à la plateforme pour qu'elle voit bien que c'est bien nous, en tant que médias, qui avons ce compte-là. Ce que nous avons fait tout début juin. Nous avons fait ce que nous n'avions pas fait la première fois, c'est-à-dire que nous avons payé la certification de Instagram en se disant que ce sera un niveau de sécurité supplémentaire. Et ben, on a bien été prélevé de cette certification. Et puis le lendemain, nous avons à nouveau été supprimés. Et donc là, on a changé de stratégie. On a fait ce que vous avez certainement dû voir, je crois. Nous avons tenté de les contacter parce qu'on avait fini par trouver un numéro, mais d'une personne qui nous a rapidement éconduit en nous disant que c'était pas son problème. Puis nous avons lancé sur nos propres réseaux, les autres, en particulier Twitter, enfin X. Et ça a plutôt bien fonctionné. Et puis nous avons demandé à notre avocat d'envoyer une mise en demeure à Meta. Donc je ne sais pas laquelle de ces actions a fonctionné. Il n'empêche que pour le coup, 72 heures plus tard, on récupérait bien notre compte. En l'occurrence, même les deux comptes. Mais ça, c'est un vrai problème pour nous, puisque ça peut tomber à n'importe quel moment. Or, c'est un outil de diffusion qui est aujourd'hui très important. J'ai lu ce matin dans Le Parisien que pour la première fois, les réseaux sociaux étaient la première source d'information. Donc ça devient capital pour participer au débat des idées. Deuxième peut-être menace, ce sont les banques. Alors ça peut paraître un peu surprenant, mais pour une petite structure comme nous, enfin de toute façon pour toutes les structures, on ne peut pas travailler sans banque, mais pour une structure comme nous, c'est encore plus difficile. Été 2023, la banque Conto, en plein mois de juillet, même pour être plus précis, fin juillet, a fermé notre compte du jour au lendemain. Alors là, c'est unilatéral. Ils nous donnent 30 jours et ils ne nous donnent pas d'explication. En soi, ça respecte malheureusement la réglementation, mais c'est impossible de travailler sans compte en banque. Et il a fallu en 30 jours, dans une période estivale où les journalistes sont en vacances, trouver d'abord une nouvelle banque qui accepte de nous ouvrir un compte et ensuite faire migrer tous nos prélèvements d'abonnement pour qu'il n'y ait pas de rupture. Et donc ça a été extrêmement compliqué, c'est extrêmement préjudiciable. Et ça nous est arrivé 2 fois, puisque quelques mois plus tard, on avait un autre compte qui s'est aussi fait fermer. Alors depuis, pour le moment, nous avons des comptes en banque. Mais voilà. Il y a un autre point qui est aussi qui se voit peut-être moins, mais qui est très compliqué pour nous, c'est l'accès à l'information culturelle.
Aujourd'hui, les éditeurs, les réalisateurs, souvent ne nous permettent pas de voir ou de récupérer leurs œuvres avant la publication officielle, qui nous permettrait, nous, de pouvoir traiter de l'actualité. Je vais vous donner simplement un exemple. En septembre 2023, sur France Inter, le numéro 2 des éditions POL, donc Jean-Paul Hirsch, avait dit le jour où donc je le cite, le jour où j'ai appris que Geoffroy Lejeune devenait le directeur du journal, j'ai cessé d'envoyer les services de presse de nos livres au JDD. Déjà, nous n'envoyons pas nos livres à valeur actuelle, ni à ces revues un peu bizarres que sont l'Incorrect et d'autres. On vit très bien sans eux. Quand un parti politique refuse à un média de couvrir ses meetings, toute la profession s'en émeut, à juste titre. Je constate que cette solidarité disparaît lorsqu'il s'agit de l'actualité culturelle. La logique est pourtant la même. Cela entrave le travail d'information. Alors, je pourrais également vous citer tout ce qu'on reçoit des attachés de presse dans le cadre, par exemple, de la diffusion des films qui nous répondent. Alors là, je ne citerai pas de nom parce que c'est des échanges de mails privés, mais je ne vais pas donner suite à votre demande. Je pense que vous comprendrez pourquoi. Qui plus est, c'est un film qui nous est cher. Je vais essayer de préserver cela. Je ne confirme pas votre inscription à cette projection, ou encore désolé, nous n'avons plus de place pour vous. Et donc ça ne nous permet pas de traiter de l'actualité culturelle correctement. Dernier point, et ça va peut-être faire un lien avec votre propos introductif, Monsieur le Président, c'est Wikipédia. Wikipédia, qui est, vous le savez évidemment, quelque chose de très puissant dans la prescription, puisque souvent les gens, quand ils se posent la question de connaître quelque chose ou quelqu'un, vont d'abord sur Wikipédia. Wikipédia ne permet pas le contradictoire sur les pages. Donc nous, aujourd'hui, je pense que les premières lignes que vous avez lues sur notre média, en tout cas, font écho à cette page de Wikipédia que nous contestons. Et aujourd'hui, à minima, il ne nous laisse pas la possibilité de pouvoir dire que nous ne nous définissons pas de cette manière-là. Or, cela nous pose un préjudice énorme, puisqu'évidemment, cela n'est pas tout à fait à notre honneur. Donc ça, c'était des menaces plutôt directes. Je voudrais rapidement parler de 3 menaces indirectes qui aussi pèsent sur notre quotidien. La première, je ne vais pas m'étendre parce que beaucoup en ont déjà parlé, mais c'est les procédures bâillons. On a très régulièrement des procédures à notre encontre, et puis très souvent des procédures bâillons, c'est-à-dire la méthode du filet dérivant. On prend un magazine complet, puis on attaque tout, et puis on se dit qu'il y a bien quelque chose qui va être retenu. Alors, je précise là aussi, parce que Wikipédia est trompeur à ce sujet, nous n'avons eu aucune condamnation définitive à ce jour. Il y a aussi le problème des points de vente, puisque nous sommes un magazine papier, alors ça c'est moins en lien avec votre commission, mais très régulièrement on se rend compte que ceux qui sont censés nous distribuer, qui ont reçu le magazine, ne le mettent pas en vente, ce qui évidemment pose un problème commercial. Et puis dernier point peut-être, si vous avez déjà ouvert un magazine, nous n'avons quasiment aucune publicité, puisque très compliqué pour nous d'en obtenir quand on connaît les méthodes des activistes comme les Sibling Giants qui harcèlent les marques qui éventuellement pourraient soutenir un contenu, un média conservateur. Donc voilà, ces différents faits, je pense qu'ils ne sont pas propres qu'à nous, et c'est pour ça que je me suis permis de vous en parler. Et ils sont d'autant plus, je pense, importants que le contexte général de la presse est à mon avis percuté par plusieurs choses, au moins 2, qui sont importantes pour comprendre notre situation et nos modèles économiques. La première, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, depuis une quinzaine d'années, l'information n'est plus le monopole des médias. Et donc, elle s'est amplifiée en quantité et elle a baissé, je pense, en qualité. Ce qui rend la situation pour nous très paradoxale. C'est-à-dire que je pense qu'il est d'autant plus important qu'aujourd'hui, des médias puissent produire de l'information de qualité, mais produire de l'information de qualité, ça coûte cher. Et c'est d'autant plus paradoxal qu'il faut le vendre dans un océan de gratuité. Donc ça, c'est la première vague. Et la deuxième, évidemment, alors on en est qu'aux prémices, donc je pense qu'on ne mesure pas tout encore, mais c'est l'intelligence artificielle qui va venir percuter nos modèles, puisque l'intelligence artificielle va amplifier, évidemment, ce problème d'information produit à bas coût et en illimité, et va amener d'autres problèmes, comme le fait, évidemment, que l'IA n'invente pas, donc elle est bien aller chercher l'information quelque part, qu'elle ne paye pas cette information. Et ça va amener un problème de hiérarchisation de l'information et donc de débat démocratique.
Et d'ailleurs, je crois, il me semble que, que le Sénat a bien pris ce problème en compte, puisque il y a un texte de loi, une proposition de loi qui a été votée à l'unanimité, je crois, le 8 avril à ce sujet. Et je suis très déçu que l'Assemblée nationale n'ait pas emboîté le pas sous la pression, il me semble, des élus du camp central, puisque sur Europe 1, le patron du Figaro, Alexis Brézé, qui, selon ses informations, le pouvoir aurait tenté de monnayer l'abandon de l'examen de textes à l'Assemblée en lien avec le dossier de la nationalisation d'ArcelorMittal, ce qui, évidemment, si cela était vrai, me laisse sans voix. Et ensuite, ils ont entravé le texte par une méthode bien connue en créant, je crois, 110 amendements, ce qui aurait rendu impossible lors de la niche parlementaire des députés communistes de travailler ce texte. Donc, pour conclure, un métier qui ne peut plus se rémunérer de ce qu'il crée finit par disparaître, donc le pluralisme aussi. Donc je pense que là, il y a un vrai enjeu à très court terme. Donc voilà, donc réguler les zones grises, hein, ce n'est pas seulement, à mon avis, lutter contre la fausse information, l'ingérence ou inventer un label, mais c'est d'abord garantir à tout média un traitement équitable, des décisions motivées et des voies de recours face à des acteurs privés devenus des points de passage obligés du débat démocratique. Je vous remercie. Première question d'Agnès Semen. Merci, Monsieur le Président. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu plus précisément sur votre modèle économique. Quelles sont les parts respectives dans vos ressources de la publicité, des dons, du mécénat, des éventuelles aides publiques? Et est-ce que vous bénéficiez ou vous avez bénéficié directement ou indirectement d'une aide financière importante de certaines personnes physiques ou morales? Et si oui, lesquelles? Merci. Oui. Alors, donc en 2025, pour la première fois, nous avons fait un exercice à l'équilibre. Et donc la répartition s'est faite de cette manière-là. 65% de nos revenus viennent de nos ventes, 30% de dons, et 5% se partagent entre le partenariat et une subvention. La subvention étant inférieure à 1%. Alors, elle a un nom technique. Le PFRP, qui est la subvention pour les magazines à faible revenu publicitaire, justement. D'accord. Donc, évidemment... 65% les ventes, 30% les dons et 5% le partenariat, plus la subvention. Vous pouvez détailler un peu les dons. C'est-à-dire détailler les dons. Qu'est-ce que vous avez en fait? Quel type de dons vous recevez? En 2025, c'est 650 donateurs pour un don moyen de 200 €. À peu près. Et donc les ventes, évidemment, ça se partage entre l'abonnement et la vente à l'unité, sachant que nous vendons en kiosque. Et donc on vend plus aujourd'hui en papier encore qu'en numérique. Pardon de me glisser dans... vous confirmez ou vous démentez, au contraire, je crois justement, c'est sur Wikipédia, on fait référence à une subvention, un don en 2024, pas en 2025, l'année précédente, que vous auriez reçu du projet Périclès à hauteur de 18 000 €. Est-ce que c'est exact? Alors, ce qui est exact, c'est que nous avons bien reçu un don de 18 000 €, mais pas du projet Périclès. Qui est d'une autre structure de Pierre-Édouard Sterrin. C'est ça, lié à Pierre-Édouard Sterrin, voilà. Mais c'est pas le projet Périclès. Mais c'était pas le projet Périclès. C'est l'autre structure de Jean-Louis le nom. C'était le Fonds du bien commun, exactement. C'est le fonds, pardon? Le Fonds du bien commun. Oui, c'est ça, le Fonds du bien commun. À cette hauteur-là? Non. Non, mais je vais être plus précis. Depuis, nous n'avons plus reçu de dons de Pierre-Édouard Sterrin. Physique ou morale? Oui. Alors, du coup, pas en 2025. D'accord. Mais l'actionnariat est principalement en réalité composé de Laurent Mescard. D'accord. Et qui effectivement a largement contribué à soutenir le média depuis sa création, puisque à chaque fois qu'il y a eu un déficit jusqu'en 2025, c'est lui évidemment qui l'a comblé.
Pas d'autres? Non. D'accord. Merci. Est-ce que votre média a l'agrément de la CPPAP et est-ce qu'il bénéficie de la qualification de publication information politique générale? Et pouvez-vous nous détailler également l'ensemble des aides publiques dont vous bénéficiez éventuellement à ces titres? Oui. Donc on a bien l'agrément et on l'a doublement puisqu'on l'a pour le papier et on l'a pour notre site internet. Et on est bien reconnu, que je dise pas d'erreur, IPG, pardon. Donc IPG. Donc oui. Et ensuite, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les aides, nous n'en touchons qu'une seule pour le moment, qui est l'aide aux faibles revenus publicitaires. Et donc chaque année, alors j'ai plus le critère en tête exact, mais il faut avoir un pourcentage assez bas de revenus publicitaires sur l'ensemble des produits. On peut prétendre à pouvoir la toucher. Donc chaque année en mai, nous remplissons un dossier auprès du ministère de la Culture. Et ensuite, si j'ai bien compris comment elle fonctionnait, il y a une enveloppe globale qui est décidée dans le budget annuel et ensuite elle est répartie entre tous ceux qui ont droit à cette aide. Et donc, c'est donc la seule aide publique? Oui. La seule? Oui, en dehors, Oui. En dehors du fait qu'on est CPPAP et que donc on bénéficie des tarifs de poste ou des choses comme ça. Ou de la TVA à 2%. Très bien. Combien de personnes contribuent régulièrement au contenu de l'Incorrect? Combien disposent d'une carte de presse? Et combien de personnes dans votre rédaction mènent des reportages de terrain? Est-ce que vous avez les détails? Oui. Merci. Alors, nous avons en interne, nous avons 5 ETP, donc 5 salariés, dont 4 journalistes et 4 qui ont la carte de presse. Et après, nous avons une dizaine de contributeurs plus ou moins réguliers, et qui fait que quand on fait la somme à la fin pour faire un calcul en ETP, ça équivaudrait en tout, en incluant les 5 de chez nous, à 7 ETP. Et donc, sur ces 7 ETP, deux produisent tous les mois un reportage, donc terrain, qui sera publié dans le magazine. Et puis, en fonction de l'actualité et des besoins, 1 ou 2 journalistes supplémentaires couvriront d'autres événements. Curiosité que je pose la question, les derniers reportages terrain? Eh ben, c'était, je vais vous dire ça tout de suite. Est-ce que vous dites que tous les mois... Bien sûr. Vous l'avez pas en tête? Je ne connais pas le nom du bar où ça a été fait, parce que c'est sur le jazz. D'accord. Non, mais c'est et donc c'était un lieu dans Paris de jazz qui a réouvert. Et donc l'idée de ces reportages, c'est de montrer une tranche de vie. Donc on avait fait l'agriculture, on a envoyé 2 journalistes sur un bateau de pêche pendant 24 heures. On a fait une morgue aussi. Donc l'idée, soit ce sont des tranches de vie, soit ce sont des lieux culturels. Très bien. Je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous avez des liens formels ou informels avec des organisations politiques? Lesquelles? Et quelle est la nature de ces liens? Non, on n'a aucun lien avec une structure politique. Non, aucun. Aucun lien, je veux dire, public, officiel, explicite, mais alors, aucun lien formel, ça c'est évident. Voilà. Après, dans le cadre de notre travail, il arrive parfois d'interviewer des personnalités politiques, mais voilà, pas plus que ça. Bon, je vous remercie. Est-ce que vous en avez avec d'autres médias? Des liens? Des liens formels, des liens... Alors, formels, non. De discussion. On n'a pas de partenariat avec un quelconque média. Après, j'ai des journalistes à titre personnel qui font des piges ou qui travaillent pour d'autres médias. Mais il n'y a pas de contrat cadre entre l'Incorrect et un autre média. Alors, par rapport aux réseaux sociaux, vous avez, dans votre propos liminaire, parlé d'Instagram, de la façon dont s'était déroulée à la fois la fermeture de votre compte et puis la réouverture quelques jours plus tard, après un certain nombre de démarches que vous avez entreprises sans que vous sachiez quelle est celle qui a conduit la réouverture du compte. Est-ce que vous avez eu le même phénomène, c'est-à-dire fermeture de compte, sur d'autres réseaux sociaux qu'Instagram? Non.
y compris d'autres réseaux qui appartiennent à Meta. Non, justement, on était très surpris parce qu'on est bien sur Facebook, Mmh. par exemple, et notre compte de Facebook n'a pas été suspendu. Et je tiens à dire, parce que ça n'a pas toujours été dit, il me semble, dans les commentaires qu'il y a eu ce week-end, que nous n'avons aucun contenu sur les dernières années suspendu. La plateforme ne nous a jamais dit ce contenu-là ne respecte pas nos standards, parce que souvent c'est ce qui peut arriver, on supprime ce contenu. Alors, je crois, mais vous allez me confirmer ou infirmer que vous êtes sur X, Facebook, Instagram. Est-ce qu'il y en a d'autres? TikTok, peut-être? Alors, non, on a fait un court passage sur TikTok il y a quelques temps, je crois, mais ce n'est plus entretenu. Et pour vous, quel est le réseau social sur lequel vous avez le plus d'audience? Alors, le plus d'audience, c'est Twitter. Enfin, X, C'est du coup. ouais, X. C'est X. Après, je pense que le plus pertinent pour nous, justement, c'est Instagram. Pourquoi vous dites pertinent? Parce que vraiment, le but premier, c'est de traiter de l'actualité culturelle. Et Instagram, je pense, par sa manière de fonctionner et la cible qui est présente, je pense, colle plus avec la cible qu'on veut prioritairement toucher. Mais c'est vrai que quand on regarde, alors je vous ai posé la question, mais j'avais regardé avant. Vous avez plus de 50 000 abonnés sur Twitter, et Oui. il me semble que c'est beaucoup moins sur Instagram. Oui, mais parce que pour deux raisons, je crois. La première, c'est que notre compte Twitter est bien plus ancien que notre compte Instagram. Et deux, parce que, en tout cas pour nous, il nous est plus difficile d'obtenir des abonnés sur Instagram que sur Twitter. Est-ce que vous sentez entre les différents réseaux sociaux des politiques différentes en matière de mise en avant des informations que vous pouvez publier? Alors, pour être tout à fait transparent, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas du tout de... en interne, on a il n'y a que des journalistes. En réalité, on n'a pas d'experts, on n'a pas de community manager. Donc, en fait, aujourd'hui, on est vraiment un usage très artisanal. On ne maîtrise pas vraiment ce qui se passe sur les réseaux. Donc, parfois, il y a des choses qui fonctionnent, parfois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Malheureusement, on ne sait pas vraiment dire pourquoi. Donc, je sais, enfin, je n'aurai pas de réponse à vous donner à cette question. On va parler un peu de l'enregistrement que vous avez effectué et publié de messieurs Legrand et Cohen. Vous l'avez diffusé d'abord sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il a fait l'objet aussi d'un article dans votre document papier? Alors, même pour être plus précis, ça a d'abord été un article sur notre site web. Ouais. Et ensuite, nous avons publié sur les réseaux sociaux les vidéos. Sur tous les réseaux sociaux? Oui, je pense. Je pense que je pense qu'on est à la fois. Oui. Et est-ce qu'il a plus marché sur certains réseaux sociaux que sur d'autres? Je ne sais pas. Qu'on comprenne, parce que cet enregistrement a été effectué sans l'accord des deux personnes concernées, comment s'est décidé en interne la publication, d'abord l'enregistrement et ensuite la publication de cet enregistrement? Est-ce que ça a donné lieu à un débat chez vous? Alors d'abord, on n'a pas décidé de l'enregistrement. Puisque c'est... Il y a quelqu'un qui a enregistré quand même. Oui, mais pas de chez nous. C'est quelqu'un qui nous a amené ces enregistrements. Donc Arthur de Vatrigan a réceptionné, qui est donc le directeur de la rédaction, donc a reçu ces vidéos. Ils ont évidemment travaillé ces différentes vidéos. D'ailleurs, ça a été assez long, d'abord parce qu'on a peu de moyens et peu de moyens techniques, donc le temps de bien comprendre, de bien analyser, de bien contextualiser ces vidéos. Et une fois que tout ce travail a été réalisé, il m'a été présenté du coup la demande de publication de ce sujet et de ces vidéos. Et donc, bien évidemment, les questions qu'on s'est posées avant de les publier sont en réalité assez simples. Est-ce que les sujets que nous voulons publier sont bien d'intérêt général? Oui, me semble-t-il, compte tenu du débat que cela a amené derrière. Deux, est-ce que ce sont bien des personnalités publiques?
Et donc c'était bien le cas pour les 4 présents autour de la table. Et 3, est-ce que c'est bien un lieu public? Et en l'occurrence, en droit français, un lieu public, c'est un lieu où tout le monde a accès. Et c'était bien le cas puisque c'était un resto. Alors, tout à l'heure, vous nous avez dit que sur vos 5 ETP, il y avait 4 journalistes, que par ailleurs, vous étiez agréé CPPAEP et une reconnaissance d'IPG, donc vous placez bien dans une activité de médias avec les qualifications et les techniques journalistiques. Est-ce que vous reconnaissez les chartes existantes au niveau des journalistes, que ce soit la déclaration de Munich ou celle adoptée à Tunis en 2019? En tout cas, on reconnaît toutes les chartes que le droit nous impose de reconnaître, oui. Non, parce que celle de Tunis dit clairement, et celle de Munich le dit aussi assez clairement, peut-être en rentrant moins dans le détail, que le ou la journaliste n'utilisera pas de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des images, des documents et des données. Il ou elle fera toujours état de sa qualité de journaliste et s'interdira de recourir à des enregistrements cachés d'images et de sons, sauf si le recueil d'intérêt général s'avère manifestement impossible pour lui en pareil cas. Est-ce que la publication, ce n'est pas vous qui avez enregistré, mais la publication que vous avez effectuée des propos de messieurs Legrand et Cohen vous semble correspondre aux obligations de la charte des journalistes? Oui, parce que justement, je pense que ça fait longtemps que la critique du service public sur la collusion avec certains partis politiques existait et que c'était toujours détourné. Là, aujourd'hui, les rushs ont permis de montrer que c'était bien manifeste. Et donc, ça nous a paru pertinent de le présenter ainsi, justement parce que c'était une preuve qu'il y avait bien de la collusion entre 2 journalistes du service public et deux membres d'un parti politique. Ma remarque portait pas sur le fond de l'enregistrement, mais sur la méthode d'enregistrement, à savoir que ça s'est fait au corps défendant des 2 personnes en question, et que si je prends les documents qui engagent les journalistes, on fait, à savoir ces 2 chartes, on fait clairement mention au fait que le recueil d'informations ne peut se faire par des enregistrements cachés. C'était sur la forme. Oui, mais justement, ce n'est pas nous qui avons, ce n'est pas un journaliste qui est allé enregistrer. Mais une fois que la vidéo est chez nous, la question s'est posée de savoir si c'était suffisamment d'intérêt général pour le faire ou pas. Nous, on a estimé que oui. Et alors, je vais vous apporter du coup un deuxième élément, puisque M. Cohen et M. Legrand ont porté plainte. Évidemment, pour la diffusion de ces images-là, que du coup, ce qui est assez rare, nous avons été auditionnés par la police dans ce cadre-là, et que le juge d'instruction a estimé qu'il n'y avait justement pas suffisamment, il n'y avait pas d'éléments suffisamment probants pour instruire l'affaire, et que donc elle a été classée sans suite. Je pense que si l'inverse aurait été manifeste, je pense que nous serions aujourd'hui au tribunal. Si c'était à refaire, vous le referiez ? Oui, d'autant plus que justement, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ça va amener un vrai débat? Et je crois que l'histoire nous a montré que ça va amener un vrai débat sur la question du service public. D'accord. De manière plus générale, au-delà de cette affaire, je voulais vous demander si vous aviez un comité d'éthique ou de déontologie interne, bien entendu, voire un médiateur. Est-ce que vous avez ça au niveau de l'incorrect? Alors non, mais pour une raison assez simple et pragmatique, c'est qu'aujourd'hui on est une toute petite structure et que donc ce serait compliqué à mettre en place premièrement, et deuxièmement, pour le moment en tout cas, ça n'a pas été le souhait des journalistes qui travaillent. D'accord. Écoutez, merci. Merci beaucoup. On vous a envoyé aussi des questions par écrit, avec des demandes de réponses par écrit. Si vous pouvez bien sûr nous les faire parvenir. Bien entendu. Merci.